vous parler de l'attractivité du poste de CCA. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée par le professeur Rioux, justement, sur les postes de CCA et d'AHU non pourvus au cours des 2 dernières années, qui montrent, comme vous allez le voir, une perte d'attractivité à la fois brutale et importante. Puisqu'à la rentrée dernière, donc en novembre 2023, alors ça concerne toute la France, un peu plus de 2000 postes, mais 275 postes nécessitaient une redistribution pour absence de candidats, et malgré les redistributions, eh bien, un peu plus d'une centaine de postes se sont retrouvés vacants. Alors c'est une situation qui avait été observée également en 2022, mais c'est vrai qu'avec l'allongement de la durée de certains DES, on pouvait expliquer une partie du phénomène, mais qui s'est confirmé cette année. Donc finalement, une inversion, comme vous pouvez le voir, du rapport offre sur demande et qui concerne toutes les spécialités. Donc là, vous retrouvez les 10 spécialités les plus concernées. On a des spécialités médicales, chirurgicales, médico-techniques. Ça ne veut plus marcher, voilà. Donc j'ai essayé d'interroger un maximum de collègues, d'obtenir un échantillon le plus représentatif possible en termes de géographie, de discipline. Et je vous avoue que au moment où on m'a proposé de faire ce travail, j'avais un a priori. Et je me suis dit, bon, il va y avoir une hétérogénéité et des spécificités finalement, disciplines dépendantes. Et c'est le premier message en fait, que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des collègues, internes, CCA, AHU, eh bien, j'ai entendu toujours la même chose, un message homogène, un message unanime. Alors les deux principaux messages que j'ai pu entendre et que je vais un peu plus vous détailler juste après, bien sûr, tous ne concernent pas tout le monde, mais c'est bien sûr, la voie d'accès au secteur 2, et il semblerait que cette perte d'attractivité soit directement associée au changement de conditions d'accès avec l'accès au secteur 2 après docteur junior et 1 an d'assistant spécialiste seulement, et 2, par les collègues en poste, les difficultés rencontrées au quotidien qui peuvent être un frein, comme vous pouvez l'imaginer, dans le choix en amont, et on sait qu'avec les réseaux sociaux, mais pas que, ce message peut être amplifié par l'effet communauté, comme il peut l'être également à chaque semestre d'interne. On sait que tel ou tel stage, ça se passe plus ou moins bien. Concernant la voie d'accès au secteur 2, c'est assez simple, il y a une comparaison qui est faite entre le poste de CCA et le poste d'assistant spécialiste. Donc vous voyez la comparaison, 11 demi-journées pour les CCA quand les assistants spécialistes n'en ont que 10. Les CCA n'ont pas de RTT, une charge de travail qui est quand même beaucoup plus importante. Et donc, c'est vrai que pour un candidat qui, entre guillemets, ne veut que son secteur 2, il a aujourd'hui peu d'avantages à aller choisir ce poste. Et c'est d'autant plus dommage, j'allais dire, que ce temps obligatoire du clinica de 2, 3, 4 ans pouvait favoriser la découverte de ce milieu hospitalo-universitaire et, pourquoi pas, engendrer des vocations. Alors, au-delà du secteur 2, parce que ce n'est pas le seul point, et là aussi, j'ai été assez surpris, je dois dire, de toutes les discussions que j'ai pu avoir, des profils complètement différents. C'est qu'en réalité, ils sont nombreux à vouloir s'engager dans une médecine de haut niveau, de consacrer du temps au travail, de se lancer dans ce parcours. Et ils l'ont déjà fait, par ailleurs, pendant leurs études, pendant l'internat. Et finalement, c'est pas, ou en tout cas pas que, une question de génération ou de vision du travail ou d'équilibre de vie pro-perso, mais plutôt, et c'est, je pense, ma diapo la plus importante, c'est cette notion que j'ai entendue à peu près de tout le monde, de notion de parcours du combattant. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment général que, clairement, rien n'est fait pour que les gens aient envie de se lancer dans ce parcours et pour leur simplifier la vie. Alors bien sûr, je sais que les carrières hospitalo-universitaires ont toujours été complexes, exigeantes, mais voilà, il y a ce sentiment qui s'amplifie avec l'inflation des prérequis. Il faut avoir des points SIGAPS, des points SIAPS, faire des DU, avoir un master une thèse, une mobilité, une HDR, une incompressibilité du temps également pour y arriver, ça prend 10, 15 ans au mieux. En parallèle, on a peu d'aménagement pratique, le temps universitaire qui est rarement respecté, ça vous le savez tous. Il faut s'organiser pour sa thèse. J'ai un certain nombre de collègues qui ont été obligés de prendre des disponibilités avec des financements difficiles. C'est vrai qu'à 30 ans, ce n'est pas forcément simple d'assumer ça. Une mobilité, donc je suis en plein dedans. Je vois bien que pareil, sur le plan des financements, c'est compliqué. On est un peu laissé, on fait un petit peu comme on peut. Et en parallèle, vous le savez également, des attentes importantes sur le plan hospitalier,
Il faut être impliqué dans son service, il faut acquérir une certaine expertise pour devenir un bon praticien, un bon chirurgien, apprendre son boulot, hein, en somme, former, encadrer les internes, les externes, faire du management, etc. Et donc c'est vrai que face à ce tableau que je viens de vous décrire, il y a une question qui se pose en fait pour tout le monde et qui est relativement légitime, hein, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ok, je suis prêt à travailler le soir, travailler le week-end, à faire un master, faire une thèse, etc., partir à l'étranger pour m'organiser à faire une mobilité, une habilitation à diriger les recherches. Mais au final, qu'est-ce qui m'attend derrière? Et quelles conditions de travail je vais pouvoir espérer dans mon poste HU par rapport à ce que j'aurais pu avoir comme PH ou bien dans le privé, hein. On voit bien qu'il y a une asymétrie de plus en plus importante, de plus en plus déraisonnable entre les postes HU et les postes H. C'est également des questions qui se posent sur la grille de rémunération, la retraite, j'en dirai pas plus, du temps pour la vie personnelle, quel qu'il soit. J'aime partir en week-end, j'aime faire du sport, par exemple c'est mon cas. Et au quotidien, bien, des conditions d'exercice qui sont malgré tout un peu plus difficiles dans le public. Donc j'ai mis entre parenthèses l'informatique parce que c'est quelque chose qui, moi, m'est très très pénible, mais il y a d'autres choses, hein, versus un privé qui devient plus attractif dans ce contexte de pénurie médicale que l'on connaît. Alors pour finir sur une note un peu plus positive, hein, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai fait ce choix-là. Hein. Donc moi au départ, je suis donc biologiste de la reproduction, hein, à l'hôpital Tenon à Paris. J'ai un pied également en métabolomique à Saint-Antoine. Et je me suis posé également toutes ces questions-là durant mon internat. Alors pas la question du secteur 2, parce qu'en biologie médicale, on n'est pas concerné par ça, mais par contre, j'avais l'option du privé. Hein. Au départ, je m'étais engagé dans cette voie pour rejoindre mon père, qui a un laboratoire de biologie en ville, dans le sud de la France, et ce qui m'a fait complètement changer d'orientation, ce qui m'a quelque part séduit et qui a fait que j'ai été prêt à accepter ce parcours dit du combattant, ça a vraiment été la recherche au départ. La recherche et la capacité à aller développer finalement des applications de ma recherche. Donc j'ai une sorte de, je l'ai mis entre guillemets, mais de biais d'encadrement. Je fais partie des chanceux, c'est-à-dire que on m'a toujours laissé du temps pour faire mon master, pour faire ma thèse, pour aller à des congrès, pour présenter des topos, etc. J'ai toujours été soutenu. Et ce qui m'a vraiment, moi, au départ, alors que j'étais baigné pas du tout dans ce milieu-là et que je connaissais même pas son existence, c'est la recherche translationnelle. Voilà, le fait d'interagir avec des mathématiciens, des informaticiens. Donc, je suis passionné d'intelligence artificielle, donc c'est l'ouverture à l'international. Donc en particulier avec le Québec et le Canada sur la thématique de l'IA, hein, dans le cadre d'un partenariat Sorbonne Université et l'Université Laval à Québec, et puis MILA, qui est un institut de recherche très renommé. C'est une de mes options pour l'année prochaine dans ma mobilité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus tellement de doutes, je suis assez convaincu, c'est la découverte assez récemment d'un nouvel écosystème autour du transfert des technologies, et on a eu la chance avec quelques collègues HU, hein, PUPH et MCUPH, de co-créer une start-up sur la base de résultats de recherche, donc pour valoriser notre travail. Et on a été, et je dois avouer qu'au départ j'avais pensé que ça allait être pas forcément très très bien perçu, mais on a été hyper soutenu et hyper encouragé par nos institutions, à la fois la PHP et l'université, Sorbonne Université. Et puis pour finir, même si au départ ce n'était pas tellement ma vocation, mais le fait d'avoir été confronté à l'enseignement, j'ai fini par y prendre goût et voilà, je suis impliqué à différents niveaux sur des lieux spécialisés et toujours avec nos amis québécois sur des thématiques d'intelligence artificielle appliquées à la santé. Donc voilà, tout ça pour dire que probablement sans tout cet environnement-là, je serais aujourd'hui au soleil, j'aurais rejoint mon père dans le privé. Voilà.